Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 5 août 2014, il est 19 h et dans l'actualité ce soir, ce n'est pas encore la paix, bien sûr, mais depuis ce matin, les armes se sont tues à Gaza. Un cessez-le-feu est entré en vigueur depuis 7 heures. Et surtout, Israël a annoncé le retrait total de ses troupes du territoire palestinien. Selon Tsahal, les tunnels du Hamas ont tous été détruits. Et puis c'est une affaire vieille de 28 ans qui refait surface dans l'actualité judiciaire. Un nouveau suspect vient d'être mis en examen pour les meurtres de 2 enfants en 86 à Montigny-lès-Metz. Henri Leclerc, aujourd'hui retraité, est poursuivi après Patrick Dils, acquitté en 2002, et Francis Holm, qui lui attend toujours son procès. Et puis voici à présent les titres que nous allons développer ensemble dans cette édition régionale en Ile-de-France. Et d'abord 300 Roms évacués ce matin d'un bidonville de Grigny où ils habitaient depuis un an. La mairie dénonce des conditions sanitaires déplorables, mais le relogement de ces populations s'avère toujours très complexe. Je cherche quelqu'un pour s'occuper de mon chien pendant 4 jours. À l'occasion des vacances, voici le genre de petit service très recherché entre voisins. Un site internet va peut-être faciliter ces échanges. On vous en dit plus tout à l'heure. Enfin, un bout du patrimoine fluvial de la ville de Paris à découvrir dans ce journal. La première écluse du canal Saint-Denis, principalement réservée aux fret. Elle voit aussi passer quelques touristes. Une belle visite guidée à suivre à la fin de cette édition. Ce n'était pas une surprise, la justice l'avait décidé il y a plusieurs mois et donc ce matin, la police a évacué le camp de Roms de Grigny dans l'Essonne. 300 personnes vivaient là depuis un an dans des conditions insalubres. Reportage sur place de Kelly Pujard et Yves de Wulf. Ce bidonville, c'était leur domicile depuis 1 an et demi. Un camp transformé au lever du jour en village fantôme. 300 personnes, la plupart venues de Roumanie, ont été évacuées. Certains redeviennent sans abri pour la seconde fois. Mais on habitait le an dernier à Rissorangis, la même chose, on a jeté. Maintenant, d'une année et demie, je suis ici en Grigny, tout le monde. La même chose, jeté. Sorte. Les forces de l'ordre font exécuter une décision du tribunal d'Evry de décembre 2013. Pour la mairie de Grigny, propriétaire de ce terrain, le maintien du bidonville n'est plus possible. Les conditions de vie sont trop dégradées. Pendant 1 an et demi, avec les associations locales, nous avons accompagné les familles, pris différentes dispositions humanitaires et d'hygiène pour que les conditions, qui sont d'ailleurs terribles, notamment l'hiver, eh bien, ne soient pas encore plus douloureuses, y compris pour les enfants. Mais les bidonvilles, à Grigny comme ailleurs, n'ont pas vocation à demeurer longtemps. Une fois l'expulsion terminée, des solutions sont proposées. Le problème, c'est que qui c'est qui devait aller à Orly, là, dans les autres familles? Les familles sont conduites vers des hébergements d'urgence du 115. Pour les associations locales, ces déplacements provisoires fragilisent le travail d'insertion. Une quinzaine d'adultes ont décroché un contrat de travail. Des chambres d'hôtel leur sont proposées, pour la plupart, qui sont des chambres d'hôtel aux 4 coins de l'Île-de-France. Donc ces personnes vont refuser de se retrouver dans le 95 et le 93, comme n'importe qui le ferait, parce que la priorité, c'est de garder le lien avec le travail. Et donc ces personnes vont se retrouver à la rue, non loin de là, pour pouvoir, demain matin, aller au boulot. La ville de Grigny va reloger 30 personnes, avec une priorité, la scolarité des enfants. Ni l'eau, ni la nourriture consommée ne sont en cause dans le décès du petit garçon à la colonie de vacances en Ariège. C'était début juillet dernier. L'enfant de 8 ans, originaire de Seine-et-Marne, avait succombé suite à une infection digestive. Des prélèvements ont donc logiquement été analysés, mais les résultats sont tous négatifs. Les parents de l'enfant, qui avaient porté plainte contre X pour homicide involontaire, ne sont pas d'accord avec ce résultat. Eux réclament toujours la vérité sur la mort de leur enfant. Connaître ses voisins, c'est pratique, notamment quand on a besoin de petits services. Alors quand on habite un village, c'est facile, c'est bien plus compliqué en ville. Un site internet a donc vu le jour récemment, marésidence.fr, avec un objectif, rassembler les habitants d'un même quartier, mais aussi les associations, les commerçants ou les bailleurs sociaux. Un réseau social d'un nouveau genre que nous présentent William Vanqui et Olivier Badin. Ce n'est pas encore Facebook ou Twitter, mais avec 50 000 abonnés en Ile-de-France, ce réseau social commence à se développer. Ariel Mobile l'utilise régulièrement. Habitante de Massy, elle recherche des liens de proximité. J'ai une voisine qui demande en fait si quelqu'un est disponible pour garder sa chienne pendant qu'elle part en congé. J'ai un voisin qui propose du covoiturage, par exemple. Et je vais avoir également des informations par rapport aux commerçants qui sont dans le quartier de Massy, par rapport aux associations également, pour celles qui connaissent en tout cas l'application.
À Massy, quelques commerces et associations utilisent le réseau. C'est le cas de ce jeune homme à la tête d'une école de danse hip-hop. Il espère ainsi toucher un public plus large. Avec cette plateforme-là, l'avantage, c'est qu'on cible sur le voisin, sur la structure qui fait des actions à côté, voilà, mais qui ne sont pas forcément du tout étiquetés hip-hop. Cet immeuble de Palaiseau est le premier équipé d'un écran relié à la plateforme. Dans le hall, on peut y lire les annonces déposées par les résidents, mais aussi celles de la mairie ou du bailleur social. Une fois que ce lien social est créé entre ces voisins, évidemment, ces acteurs de la vie locale, que sont les associations, que sont le bailleur social, que sont également les collectivités, sont intéressés à échanger en temps réel avec ces voisins. Parce qu'on n'est pas informés, nous, voisins, on n'est pas informés de ce qui se passe dans notre vie locale. L'inscription au site est gratuite pour les particuliers, associations et commerçants. En revanche, collectivités locales et bailleurs sociaux doivent souscrire un abonnement. Et puis un autre site internet bien pratique, le mois d'août, c'est la haute saison pour les déménagements. Et je ne sais pas si vous l'avez constaté, il y en a partout. Pour ceux qui déménagent d'ailleurs, le budget est important. Et en cette période de crise, voici donc un moyen de faire des économies substantielles. Le transport partagé, comment ça marche? La réponse tout de suite. 8 h du matin, une longue journée débute pour ce transporteur nordiste. Première étape, près de Lyon, l'emménagement d'un jeune couple. Là, vous arrivez d'où? Paris. Nous venons goûter aux joies de la vie lyonnaise. Son déménageur Emmanuel l'a choisi sur Internet. Ce site met en relation directe transporteurs et particuliers. En 2 clics, il a déposé son annonce. J'ai reçu différentes propositions de transporteurs. J'ai échangé avec eux et j'ai pris celui qui me paraissait le plus optimum d'un point de vue tarifaire, mais aussi au niveau des feedbacks sur la base des différents clients qui donnent une notation et des commentaires. À l'arrivée, 25% d'économie par rapport au prix habituellement pratiqué. Le transporteur lui aussi s'y retrouve car il enchaîne avec un autre déménagement de Lyon vers Paris cette fois. Grouper plusieurs clients pour optimiser les trajets et limiter les kilomètres à vide. Voilà la technique pour gagner du temps et de l'argent. En fonction des offres qui sont sur le site, je propose mes dates. Donc je mets les gens qui sont plus ou moins flexibles, qui peuvent l'être aussi. Je leur dis, voilà, je suis vide tel jour, je peux recharger tel jour. Deuxième étape, direction Villeurbanne. 10 minutes plus tard, arrivé à destination. Aujourd'hui, plus de la moitié des clients de Marian lui sont envoyés par le site. Von der Firma Fretbay, un internationales Transportnetzwerk. Lancée en 2008, la jeune société connaît une belle croissance, dopée par les 13% de commissions perçues sur chaque contrat. Les grands groupes le faisaient certainement déjà en interne, du groupage. Après, nous, on s'adresse essentiellement aux PME, aux TPE, aux petites entreprises. Donc cette idée-là, ils ne pouvaient pas l'avoir puisqu'il fallait mettre toutes les demandes en commun. Un transporteur n'est pas un développeur, n'a pas de connaissances dans l'informatique, par exemple. Grâce à la plateforme, la petite entreprise de Marian peut désormais rivaliser avec les plus gros du secteur sans démarchage. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on trouve des clients au départ de toutes les régions. Il ne faut pas avoir peur de faire des kilomètres. Non, voilà, c'est ça. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives de développement côté transporteur et côté particulier, profiter pleinement des atouts de la libre concurrence. Les auditions se suivent dans ce qu'il est convenu d'appeler le Cocaine Gate, après la disparition de plus de 50 kg de drogue dans les locaux du 36 quai des Orfèvres. Un 3e policier s'est présenté de lui-même aux enquêteurs, entendu comme simple témoin. Ce fonctionnaire de la police aux frontières aurait eu des échanges téléphoniques fréquents avec le suspect numéro 1, suspect qui lui est toujours en garde à vue, ainsi qu'un de ses collègues. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La célèbre doctrine de Lavoisier va comme un gant à ceux dont il va être question dans ce reportage d'Alexandra Marie et de Pierre Lassus. Ils ont rencontré des architectes dont l'objectif est de récupérer des matériaux sur un chantier pour les réutiliser, mais sur place. Une première expérience concluante a eu lieu sur l'île Saint-Denis. Regardez. Au départ de cette expérience, une idée simple. Ne pas aller chercher plus loin ce que l'on a sous la main. Cette équipe d'architectes est partie de la démolition d'anciens entrepôts sur cette friche. À partir des matériaux trouvés sur place, ils ont cherché une façon de régénérer le territoire. Ainsi, des tuyaux de protection incendie ont été transformés en passerelles ou en lampadaires. Autre prototype, ce chemin, fabriqué à partir des fermes en béton de l'entrepôt. Ces fermes se morcelaient en blocs. Et qui avaient l'intérêt en fait d'être tous de la même épaisseur avec 2 faces plates. Donc en fait on s'est retrouvé avec un matériau qui devenait comme un pavé, qui nous a permis de faire cette voie piétonne.
Du coup, on réduit la dépense en énergie pour transformer, on réduit aussi la dépense en énergie pour évacuer les matériaux. Et en faisant ça, on fait aussi de la prévention à la production de déchets. À terme, un écoquartier doit voir le jour sur ce terrain et les travaux des architectes pourraient alors être utilisés dans les espaces publics. Le réemploi, une pratique de bon sens, mais devenue trop rare à l'échelle industrielle. On est sur, d'une part, la volonté de démontrer que cette expérimentation, elle peut être reproductible et elle peut se faire dans le contexte d'énormément de chantiers. Et puis d'autre part, on est dans la volonté de démontrer qu'on peut, avec ça, inventer une autre façon de faire la ville de façon beaucoup plus collaborative. Plusieurs études sur l'impact économique, environnemental et social de ce projet sont en cours. Et pour en savoir plus, sachez que des visites sont organisées tout au long de l'année. Les techniciens d'Orange sont à pied d'œuvre aujourd'hui à Noisy-le-Sec et Romainville en Seine-Saint-Denis. Ça fait suite à un vol de câbles. Plus d'1 millier de clients sont donc privés de téléphone fixe et d'internet depuis hier. Retour à la normale prévu demain. Et puis à Levallois-Perret, cette fois, des travaux de maintenance sont en cours, mais sur le réseau d'eau chaude, réseau qui est donc coupé toute cette semaine. Il est encore un peu tôt pour faire le bilan de la saison touristique à Paris, mais l'INSEE a révélé une étude qui nous éclaire sur les régions françaises qui profitent le plus du tourisme. Notre pays étant, vous le savez, la première destination touristique au monde, la région Île-de-France, vous allez le voir, tire très bien son épingle du jeu. Les détails avec Jérôme Garraud. 83 millions d'étrangers visitent la France chaque année. Plus de 32 millions viennent en Île-de-France. Notre-Dame, le Sacré-Cœur et le musée du Louvre restent les monuments les plus visités. Beaucoup de monde, mais aussi beaucoup d'argent. Selon l'INSEE, les touristes français et étrangers ont dépensé 141 milliards d'euros en 2011. Une manne considérable dont les régions profitent inégalement. 3 d'entre elles captent la moitié de ces revenus. L'Île-de-France arrive largement en tête avec presque 39 milliards d'euros de consommation touristique. Si le transport reste le premier budget, le shopping, l'alimentation et l'hébergement figurent parmi les premiers postes de dépenses. Et la région a de quoi accueillir avec ses 150 000 chambres d'hôtel. Viennent ensuite la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Rhône-Alpes avec chacune environ 18 milliards d'euros de recettes. La consommation touristique progresse partout, mais à un rythme différent. Là encore, l'Île-de-France tire son épingle du jeu. Les dépenses y ont augmenté de 21% entre 2005 et 2011. Parmi les moteurs de cette croissance, la clientèle internationale. Si les Américains et Britanniques sont toujours les plus nombreux, les touristes venus de Chine sont en nette hausse. Un nouveau défi pour les hôtels et tour opérateurs. Cette consommation en Île-de-France ne représente cependant que 6,5% du PIB régional, qui se chiffre, lui, à 612 milliards d'euros. 19h11 dans le journal. Restez avec nous, voici ce qui vous attend tout de suite. Avec d'abord, c'était le 25 août, Paris martyrisé, mais Paris est libéré. À l'approche de la date anniversaire, une exposition à l'Hôtel de Ville revient sur ce moment d'histoire. Nous avons notamment rencontré des témoins qui étaient là à l'époque. Et puis, deuxième épisode de notre série consacrée à la gare du Nord, première gare d'Europe en termes de fréquentation. Et aussi, il faut le dire, mauvaise réputation en ce qui concerne la ponctualité sur le RER B. Mais d'abord, une découverte. Peut-être passez-vous devant tous les jours, mais sans jamais vraiment la remarquer. Embarquement pour la première écluse du canal Saint-Denis dans Paris. Chaque jour, elle permet la navigation de marchandises, mais également de plaisanciers. Bruno Lopez et Philippe Aliès nous présentent ce morceau de patrimoine fluvial. Il est généreux, le canal Saint-Denis. Il offre ses eaux vertes et profondes à la navigation. Sur près de 7 km, péniches et bateaux de plaisance relient le bassin de la Villette à la Seine. Il y a des transports de passagers, notamment lors de grandes manifestations au Stade de France, le rugby. Il y a beaucoup de spectateurs qui arrivent en bateau. Ils font la fête sur le bateau après le match. Mais c'est quand même essentiellement un canal industriel. On transporte environ 1 million de tonnes par an. Surtout des matériaux de construction. Un convoi fluvial, c'est lent, mais ça représente l'équivalent de 50 camions. Passage obligé et emblématique, les écluses. Pour combler le dénivelé entre l'amont et l'aval, il y en a 7 sur tout le parcours. C'est comme un carrefour en pleine ville ou un sens giratoire. Il y a des priorités. On regarde les feux. Le plus important, c'est les feux de signalisation. C'est ce qui nous donne le feu vert, vous pouvez entrer. Un feu rouge et vert, l'écluse est en préparation. Un feu rouge, c'est interdit de rentrer.
Et voici la première écluse gérée à distance depuis ce poste de contrôle. Le bateau descend de 10 mètres, la berge précède le vide. Depuis 2 ans, le système s'est modernisé. Maintenant, si vous voulez, on a un peu le maître, si vous voulez, c'est un peu comme un officier dans sa tour de contrôle avec les avions. Mais le revers de la médaille, c'est que ça réduit les effectifs énormément. Moi, quand je suis arrivé en 77 à 19 ans, pour les 2 canots, il y avait 70 éclusiers. Ils sont aujourd'hui une 50aine et veillent sur ce patrimoine. Le canal Saint-Denis, mis en service en 1821, un ouvrage d'art qui servait autrefois également au transport de l'eau potable. Aujourd'hui, il attire les vélos et les bobos, drôles d'oiseaux en équilibre sur les berges du Ravin. Cet été, plus que jamais, le canal Saint-Denis et ses berges sont à vous. Le 25 août 1944, la 2e division blindée faisait son entrée dans Paris, scellant la libération de la capitale. Un moment charnière dans l'histoire de la guerre et qui sera célébré dans quelques jours. Mais d'ores et déjà, une exposition à l'Hôtel de Ville permet de se replonger dans le quotidien de la ville lumière pendant ces années sombres. Il y a bien sûr ce qu'on a appris dans les livres, et il y a aussi ce qu'on apprend directement de la bouche de ceux qui étaient là à l'époque. Colette Zagaroli. En ce bel été 44, Paulette Modarès vient tout juste d'avoir 15 ans quand elle rejoint la place de l'Étoile pour fêter la victoire. Un photographe figera son sourire. Héroïne malgré elle, elle deviendra l'icône de la libération de Paris. On était fous, on ne savait plus ce qu'on faisait, on était déchaînés, tout le monde s'embrassait dans la rue. Enfin, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que je le revis et que c'était hier. Quand elle regarde la photo, ce n'est pas elle qu'elle voit, mais ce soldat de la 2e DB disparu. Il était corse, j'ai su après. Il a été tué dans les Ardennes. Il a donné sa vie, lui, et moi je suis là. Et j'ai rien fait. Mais il n'y a pas que la libération. Ce qui a marqué les Parisiens sous l'occupation, ce sont aussi les longues files d'attente devant les magasins. Paris a faim. C'était le pain qui nous manquait le plus. Et maintenant, j'ai un grand respect pour le pain. Je vous dis tout de suite. C'était très dur, très dur. La ration n'est plus du tout couverte. Alors qu'ils vous annonçaient des 150 grammes de viande, etc. Ce n'est pas vrai du tout. La ration alimentaire peine à atteindre 1000 calories. Ce qui est vraiment très peu à l'époque. Qui demande des explications. Photos, dessins, documents, une plongée dans l'histoire intime des Parisiens libres. Et cette exposition est donc à voir jusqu'au 27 septembre 2014. C'est à l'Hôtel de Ville de Paris et c'est gratuit. Suite à présent de notre série consacrée cette semaine à la Gare du Nord. Une honorable dame qui fête cette année son 150e anniversaire et qui a eu le droit récemment à une cure de jouvence. Objectif, améliorer le service et la ponctualité. Il faut dire qu'il y en a du monde pour voyager. Didier Morel, Audrey Natalizzi. C'est beau, une salle des pas perdus. Sous cette verrière, ils sont plus d'un demi-million de voyageurs à passer chaque jour. Bienvenue à Paris-Gare du Nord, la première gare d'Europe en termes de fréquentation. Même si elle est cadre dans l'édition d'art, Catherine Lossuc n'a pas toujours le temps d'admirer l'architecture ferroviaire. Moi j'ai connu la gare dans les années 80 et quand ça a été rénové, j'ai vu que la rénovation était très élégante en fait. Avec cette lumière, etc., en respectant quand même l'architecture originelle. Donc sincèrement, j'ai trouvé que c'était bien. Elle fait partie des 900 000 passagers quotidiens du RERB. Mais elle préfère le prendre juste après l'heure de pointe. D'habitude, on court là quand c'est à l'approche. Depuis septembre, il s'appelle RERB+. La moitié de ses rames a été rénovée pour près de 650 millions d'euros. Et comme un métro, désormais, il s'arrête à toutes les gares. Mais Catherine Lossuc, à la tête d'une association de voyageurs en colère, n'en voit pas les avantages. Là, il n'y a pas d'affluence, ça va. En cas d'affluence, juste ça pour se tenir. Tous les gens qui sont là, rien pour se tenir, donc on se casse la gueule. Ça, c'est pour les bagages. Aucune personne ne veut mettre ses bagages là, donc ils les mettent au milieu, donc les gens ne peuvent pas se tenir et les bagages font chier tout le monde. Donc en fait, cette rénovation, pour moi, c'en est pas une. D'autres habitués sont plus modérés. Je trouve que ce train, il est génial. On a de la place, les gens montent avec la poussette. Pas du tout, je le prends tous les jours, madame. Au mois de janvier, vous avez pu rentrer dans
Après, il y a les problèmes. Depuis non, janvier, il n'y a pas eu de problème. Vous avez raison. Il y a juste eu 70% de jours où on ne pouvait pas avoir un service normal. Et vous en êtes content. Il y a eu un incendie. Des retards, 3 jours sur 4 en janvier. Pour le vérifier, nous rencontrons en gare du Nord un voyageur pas comme les autres. Ce que je fais, c'est les statistiques de l'effet ressenti pour les gens qui travaillent. C'est-à-dire quand il y a un problème le matin en heure de pointe et quand il y a un problème le soir en heure de pointe. Et je ne comptabilise que celle-là. Après, c'est très pragmatique. Il y a un problème, c'est un jour à problème. Et il n'y a pas de problème, c'est un jour sans problème. À la SNCF, le calcul est différent. Ce sont les trains qui arrivent avec moins de 5 minutes de retard qui sont comptés. 83% en 2013. Malgré une embellie en septembre, la ponctualité s'est dégradée depuis. Une réalité qui pourrait changer pour les voyageurs, selon la patronne du Transilien. Ce que je peux leur dire, c'est qu'on a vraiment en main de quoi améliorer durablement la ligne, parce que ce que nous avons fait en mois de septembre, nous allons être capables de le reproduire dans les mois qui viennent. Des travaux sont prévus car les infrastructures sont vieillissantes. Il faut dire que la gare du Nord fête ses 150 ans cette année. Mais ceci est une autre histoire. Allez, si vous voulez revoir les autres épisodes de ces séries, je vous invite à vous connecter sur notre site internet. Il y a tout, France 3 Paris. Avant de se quitter, quelques infos, ma foi, bien pratiques, notamment en ce qui concerne les déplacements, puisque l'été, c'est la saison des chantiers. On va commencer par l'autoroute A14, qui est fermée toutes les nuits jusqu'à jeudi dans le sens Paris-Poissy. La raison ? Travaux de maintenance qui doivent durer de 21h à 5h du matin. Travaux également sur le périphérique parisien. Cette nuit, c'est la section entre la porte de Pantin et la porte Maillot en chaussée extérieure qui sera fermée. Fermeture à partir de 21h30. Et puis restez connectés en allant à l'aéroport. C'est nouveau depuis hier. Le Wi-Fi est gratuit à bord des Roissy-Bus de la RATP. L'expérimentation financée par la pub doit durer 6 mois. Elle propose aux voyageurs 30 minutes de connexion. En fait, de quoi patienter pendant les bouchons. Enfin, pour finir, si vous habitez le Val d'Oise et que vous avez envie de vous mettre à l'équitation, une opération de promotion a lieu en ce moment. C'est avantageux. 6 séances pour 50 €. Rendez-vous pour cela dans les pôles équestres participants d'ici au 31 août. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, l'édition nationale et la suite du 19-20. Nous, on se retrouve demain dès midi pour l'info dans votre région. Bonne soirée. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Nous avions été réorganisés en petits groupes de combat. La stratégie était simple, nous devions multiplier les embuscades meurtrières.